Alors bonjour à tous, merci donc d'être présents pour ce nouveau live Facebook qui est consacré au yokai, donc à notre anthologie des mots japonais, donc, je vous la montre ici en visuel, qui est parue donc, il y a bientôt un an, donc c'était en juillet, et on avait fait justement la campagne Ulule au mois de mai, donc, de l'année dernière, donc ça va faire bientôt un an, avec 4 auteurs qui ont participé donc, à l'appel à texte et qui ont été sélectionnés, Caroline Blino, Philippe Daniel, Aaron Judas et Audrey Salle. Donc on va vous faire une petite série d'émissions autour des démons japonais. Donc cette première émission va aussi être une introduction au yokai et je vais laisser la parole à Audrey qui va vous présenter un peu plus en détail ces créatures qui font un peu toute la richesse du folklore japonais. Merci beaucoup Barbara et merci à toi de m'avoir invité et à tout le monde d'être là pour nous écouter. Du coup, les yokai, ça doit vraiment parler à tous les fans de manga et de culture japonaise ou encore de légendes urbaines. Mais faut savoir qu'ils commencent depuis peu à être connus du public français, notamment à travers tous les dictionnaires autour des yokai et surtout des expositions. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu le tour de tout ce qui est définition des yokai, leur histoire à travers le temps. Et ensuite, on va vous présenter le projet d'anthologie qu'on a fait à partir de ces petites créatures, l'anthologie démons japonais. Et si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on essaiera d'y répondre au mieux. Alors, comme je disais, d'abord une petite définition pour des yokai, pour être sûr que tout le monde sache bien de quoi on parle. Étymologiquement, les yokai, ça vient du chinois yaoguai. Alors, désolée pour ma prononciation, hein, je n'ai pas fait d'études sino-nippones. Donc, yao, ça veut dire séduction, esprit, maléfique ou prodige. Et guai désigne plutôt ce qui est étrange, curieux ou surnaturel. C'est un terme qui est apparu plus tardivement, plutôt vers la fin du 19e. Avant, on utilisait soit Mononoke, que vous devez connaître avec Princesse Mononoke, ou encore Ayakashi. Donc maintenant, on utilise vraiment yokai et ça désigne en gros tous les êtres ou bien les phénomènes mystérieux et extraordinaires qui se produisent au Japon. Parce que même si la plupart des yokai prennent la forme d'une créature, un yokai peut aussi être un morceau de créature. C'est le cas de Uma no Hashi, ça veut dire jambe de cheval. Et c'est une patte de cheval qui frappe les gens qui s'aventurent dans les endroits mal éclairés. Et c'est assez pratique comme excuse. Non, je ne me suis pas cognée comme un débile dans le noir, c'est Uma no Hashi. Donc, soit un morceau de créature, soit un phénomène désincarné. C'est le cas de Akari Nashi Soba, ça veut dire la lumière mais pas les nouilles. Et c'est un yokai qui est connu comme un des 7 mystères du quartier d'Honjo à Tokyo. Il est représenté comme une lampe à huile traditionnelle à côté d'une baraque à nouilles et avec une annonce pour les nouilles, sauf qu'il n'y a personne pour servir. Et si on naturel, et en gros ne sont exclus des yokai que les grandes divinités des religions principales, ce dont je vais parler un peu plus loin. Il faut aussi savoir qu'il existe des yokai positifs et des yokai négatifs. Ce n'est pas uniquement des créatures maléfiques, il y en a aussi des très rigolotes ou au contraire des plutôt timides. Mais ça, on va en parler un peu plus tard quand chacun détaillera le yokai sur lequel il a travaillé. Pour la petite leçon d'histoire, la cote de popularité des yokai a connu des hauts et des bas, l'âge d'or étant la période de Edo, qui se situe en gros entre les 17e et 19e siècles, et c'est le moment où le shintoïsme était le plus présent. Le shintoïsme, c'est la religion principale au Japon, qui est définie par le caractère sacré que revêt la nature, ainsi que par son côté animiste, c'est-à-dire que toute chose possède un esprit. Et c'est vraiment ça qui est important par rapport à la création des yokai, c'est que ça justifie qu'il y ait des yokai partout, y compris dans les objets, dans les arbres, dans la nature. C'est que vraiment, les shintoïstes pensent que toute chose possède un esprit.
La fin du 19e siècle apporte avec elle ce qu'on appelle le désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'on cesse de croire que le monde a un sens caché et qu'il est régi par des forces surnaturelles, et on pense que tout phénomène peut être expliqué rationnellement et scientifiquement. Donc pour les yokai, on peut comprendre que ce ne soit pas la meilleure période en fait. Et à ce propos, Tanizaki, un écrivain japonais, utilise une très jolie métaphore pour parler de ce désenchantement. Il dit « La lumière électrique est trop forte et ne laisse pas un recoin dans l'ombre ». Et en effet, privés de leur habitat naturel, les yokai tendent à disparaître au courant du 19e siècle. Il faut savoir que, à propos de leur création, en fait, avant l'électricité, les rues n'étaient pas ou peu éclairées et la lumière des chandelles et des lampes à huile était fragile. En gros, un souffle suffisait à les éteindre. Et donc, on peut comprendre cette angoisse constante quand la nuit arrivait, que c'était mal éclairé et que donc tout phénomène un peu étrange ou dont on ne connaissait pas trop l'origine était justifié par la présence d'un yokai. Et donc, après cette période de désenchantement du monde, on a un retour en force des yokai dans les années 1990-2000, surtout à travers les expositions, les dictionnaires, mais beaucoup à travers les jeux vidéo, les animés et les films. Donc il y a ce regain de popularité des yokai au Japon, mais surtout ce regain de popularité est accompagné par une exportation des yokai. Et c'est là que le public français commence en fait à connaître un petit peu mieux ces créatures. Donc, comme je disais, à partir de dictionnaires comme celui de Mizuki, peut-être que vous le connaissez, il est illustré avec des illustrations qui ressemblent à du manga, mais qui reprennent en fait les codes ou les idées de visuel propres aux estampes traditionnelles qui, d'ordinaire, dépeignaient les yokai. Et peut-être que pour les films, je vais passer la parole à Aaron Juda, qui pourra peut-être vous renseigner un peu plus sur la question. Voilà. Bonjour tout le monde. Pour rebondir sur l'histoire du cinéma, je parle du cinéma occidental, à savoir comment on a pu s'inspirer de toutes ces légendes japonaises pour intégrer les yokai dans le cinéma fantastique américain surtout, voilà, qui avait besoin de renouveler un peu son bestiaire, et ça arrivait progressivement au niveau des années 80-90. Donc moi, j'interviendrai un peu plus tard pour parler plus principalement de mon yokai, qui est la Hirogumo. Donc par rapport à la Hirogumo, qui est une femme araignée, on la retrouve dans plusieurs films, dont La Vengeance de la Veuve Noire, un film d'horreur des années 80, qui ne citera jamais la Hirogumo d'ailleurs durant tout le scénario. Les scénaristes ont volé la légende de la Hirogumo. Et aussi dans Spookies, un film vraiment peu connu, un film d'horreur, où clairement il y a une femme qui se transforme en araignée. Et voilà, par-delà, derrière, on a eu quelques films, mais ça reste surtout au niveau des animes et des jeux vidéo où on va retrouver la présence du yokai. Voilà, des yokai qui sont assez rarement nommés, en fait, que ce soit dans les films, dans les jeux, comme dans les mangas. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on les redécouvre presque quand on se renseigne dessus, parce que souvent on a l'impression que c'est des créatures qui sortent de l'imaginaire de l'auteur, mais en fait ça vient d'un folklore bien défini, ça a un nom bien défini, mais c'est comme une évidence en fait. Donc si on les connaît pas, on peut, pour ainsi dire, pas savoir que c'est inspiré de légendes. Et puis pour Voilà. rebondir sur la Veuve Noire, il y a aussi un côté occidentalisation du concept, où en fait la Veuve Noire dans ce film-là, qui est pas plus mémorable que ça, mais c'est un peu présenté comme une sorte de version arachnoïde du loup-garou, quoi, une forme de lycanthropie quelque part. Exactement, donc c'est ce que je disais en fait, on s'est approprié le bestiaire, japonais, et comme l'a dit Barbara, sans jamais nommer les créatures. D'où l'intérêt de cette anthologie, c'est de pouvoir rendre justice aux yokai et pouvoir mettre un nom sur ces créatures qui se transforment. Donc pour revenir un peu au projet de l'anthologie, peut-être, sauf si tu voulais ajouter quelque chose, Audrey. Oui, justement, j'allais te passer la parole. Justement, je voulais dire que malgré tout ce qu'il y a autour des animés, des jeux vidéo, des dictionnaires, on a une certaine méconnaissance des yokai en France. Donc notre anthologie s'appelle Démons japonais, mais en fait, quand on dit démons en France, on met automatiquement un sens chrétien dessus. Notre culture l'oblige en fait un peu. Et on voit des entités diaboliques venant de l'enfer.
alors qu'en fait, c'est un folklore beaucoup plus riche que ça. Et justement, je vais passer la parole je vais te passer la parole, Barbara, pour que tu puisses parler plus du projet d'anthologie qui va mêler en fait à la fois les yokai négatifs, les plus positifs, et qui les présente à travers des histoires ou des fiches en fait explicatives. Oui, donc en fait, oui, on a choisi le mot démon parce que c'est celui qui avait le plus d'impact, on va dire, pour le public occidental et surtout français, puisque tout le monde ne connaît pas le terme yokai. Donc c'était pour essayer d'être le plus accessible possible, même si effectivement, contrairement aux démons occidentaux, les yokai ne sont pas mal intentionnés par essence. Ce sont souvent des créatures ambivalentes qui, qui posent problème en fait dans la réalité parce qu'elles sont soit il y a un passé sombre elles sont liées à un passé sombre et elles veulent réparer quelque chose, soit parce qu'elles sont soit parce qu'en fait, elles sont malicieuses, donc il y a un petit côté aussi lutin facétieux, etc. Donc, ils ne veulent pas forcément faire mal, mais leurs tours peuvent provoquer un certain dégât. Et puis parfois, on a des yokai qui sont plutôt bienveillants, tant qu'on l'est avec eux. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça permettait aussi de donner une anthologie un peu différente des précédentes, puisque les créatures ambivalentes du Japon donnent aussi des nouvelles qui ne vont pas forcément vers, on va dire, l'horreur absolue, dans le sens où il y a toujours quelque chose, on va dire, à résoudre. Donc, leur but n'est pas toujours de juste, on va dire, massacrer les personnes qu'elles rencontrent. Donc, ça provoque plutôt des petites aventures insolites, étranges, parfois un peu inquiétantes. Et le but, donc, c'est que chaque auteur reprenne un yokai différent. Donc, on en a, je crois, 19 en tout. Et d'expliquer un petit peu à chaque fois, après avoir lu donc, la nouvelle, d'avoir un petit article qui revient sur la créature qui a été abordée, mais qui revient aussi sur la tradition japonaise, puisque chaque yokai est souvent lié à un événement historique, à des croyances de ce peuple, à des traditions. Donc avec chaque yokai, on revient aussi sur la culture japonaise plus en détail. Donc c'est une manière un peu ludique de mieux maîtriser une culture qu'on croise sans le savoir ou sans vraiment en prendre une conscience quand on regarde des mangas ou qu'on joue à des jeux vidéo, puisque comme on a dit, ils sont pas nommés et puis des fois on voit des sujets assez récurrents, mais on ne s'interroge pas toujours de savoir si ces sujets ne seraient pas vraiment liés à une culture et pas juste une espèce de manie scénaristique des auteurs. Enfin, des fois, on ne sait pas toujours. Et je voulais revenir justement avec Caroline qui revient dans sa nouvelle sur une tradition qui est de la période où les yokai étaient justement à la mode, donc dans le XVIIe, XIXe siècle, qui est le kabuki. Parce qu'il faut savoir que les yokai, avant d'être mis en scène dans des jeux vidéo ou dans des mangas, ils ont été mis en scène au théâtre, dans des histoires traditionnelles japonaises, où les gens venaient voir un peu du fantastique, mais incarné sur scène. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, effectivement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le kabuki? Tu l'as dit, c'est le théâtre japonais, mais sous sa forme épique. Le kabuki se distingue du théâtre no, là où le théâtre no, en fait, les acteurs sont masqués, donc avec des expressions figées, mais sculptées, dans des expressions particulières. Je pense que vous avez peut-être des images qui vous viennent en tête. Là où le kabuki, en fait, c'est vraiment orienté sur le maquillage. Et là aussi, le kabuki, de manière générale, c'est très codifié dans la mise en scène. Très spectaculaire avec des codes dont je reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais pour revenir sur le maquillage, par exemple, et sur les côtés, par exemple, négatifs ou positifs des yokai, il y a des couleurs bien spécifiques. Par exemple, le rouge incarnait les acteurs qui avaient des maquillages plutôt avec des traits rouges, c'était le héros. Le bleu, ça incarnait des personnages négatifs. Et pour les yokai notamment, c'était le vert, c'était les créatures surnaturelles, entre autres.
Et donc personnellement, c'est là-dessus que j'ai orienté ma nouvelle en essayant de comprendre un petit peu comment c'était mis en scène, le kabuki, de concrètement en regarder aussi, puisque on a la chance d'avoir YouTube et beaucoup de vidéos où on peut en consulter et aussi regarder un petit peu tout ça plus précisément. Donc, à partir de ces structures et de toutes ces recherches, moi, j'ai essayé de mettre en œuvre mon Maejoro Gumo, en fait. Donc, moi aussi, comme toi, Aaron, j'avais choisi la femme araignée. Mais nous, elles ont un rôle différent et on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Oui, alors du coup, ma connexion saute un peu, donc des fois, je n'ai pas tout à fait les transitions. Alors moi, je venais tout juste de terminer sur le kabuki, concrètement. D'accord. Et on parlait notamment donc, un peu des yokai dans le Japon traditionnel. Donc, si tu voulais ajouter quelque chose ou nous parler de ta nouvelle aussi qui revient sur ce sujet. Alors moi, effectivement, mon yokai, sans trop en dire, c'est le personnage principal et elle, c'est un kurogo. Un kurogo, en fait, au kabuki, c'est l'invisible, c'est l'homme ombre, si on peut dire, et c'est lui qui est là pour le bon déroulement de la pièce, dans le sens où il va donner les instruments, les objets à tel ou tel acteur à des moments donnés. Et moi, la mienne, donc, qui est une femme araignée avec toutes les allusions au fil qu'elle tire pour justement faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Sauf qu'à un moment donné, les fils vont se couper et tout va se précipiter. Voilà. Et ma nouvelle s'inscrit vraiment dans une démarche codifiée de ce kabuki, avec tout le vocabulaire, le lexique associé et la rythmique aussi, où par exemple les petits biais, les petites choses que l'on faisait à l'époque. Pareil, je pense notamment à la pause appuyée du mi. En fait, c'est l'acteur à un moment spectaculaire ou vraiment très important de la pièce qui reste presque figé dans une pose très symbolique et là scande dans les spectateurs les noms des écoles du kabuki à laquelle appartiennent l'acteur en question. Et c'est très c'est très vivant en fait, et puis ce que j'ai pas dit, c'est que le kabuki généralement dans les pièces traditionnelles peuvent durer des journées, enfin une journée entière. Bon, à cette époque-là, c'était plutôt courant, même en Occident, mais voilà, je voulais quand même le souligner Presque ici. autant qu'un match de cricket à Oxford, en fait. Ouais, voilà, c'est exactement. Ça fait très tragédie grecque en fait. Hein, les espèces de marathons, c'est des cultures qui n'ont rien à voir et pourtant qui ont tellement en commun. Ça m'a toujours impressionné. Oui, c'est rigolo, effectivement. Après, je pense que la culture justement japonaise est plus proche de la culture grecque que de la culture chrétienne, puisque en fait, c'est un peu, c'est plus ancien finalement. Ils ont gardé des traditions beaucoup plus anciennes que nous n'en avons gardé finalement. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir justement que finalement nos héritages, on va dire celtes et grecs, nous rapprochent des Japonais d'une certaine façon. C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de tradition, je pense, Philippe, dans ta nouvelle, c'est quelque chose que tu as abordé, notamment le côté un peu tradition du Japon. En fait, moi, j'ai voulu un peu opposer deux choses. C'est un truc qui m'a assez marqué. Donc, les yokai sont des choses c'est des personnages qui se rattachent au folklore et aux légendes urbaines, et on peut, à très gros traits, d'une vision un peu stratosphérique, on va dire que globalement, le folklore, c'est des légendes urbaines, finalement, qui ont eu du succès et qui se sont pérennisées avec le temps. Et de voir un peu comment les légendes urbaines se perpétuent de nos jours et qu'on voit apparaître de nouveaux yokai. Alors ça a été aussi considéré avec le fait que le cinéma bis japonais, actuellement, ose des choses absolument surréalistes qu'on
qu'on ne va pas du tout oser d'autres pays, et à faire des réalisations complètement hallucinantes. Donc ils vont faire des films gore absolument plein de ketchup et avec des allusions sexuelles extrêmement marquées, extrêmement explicites, ce qui sont des fois extrêmement dérangeantes. Ils peuvent faire aussi des films complètement barrés ou avec des histoires de sushi tueurs, ça c'est fait. C'est le même réalisateur, je crois, qui a fait Machine Girl, où il y a une fille qui a je crois, une mitrailleuse à la place du bras, et qui avait fait Robot Geisha avant aussi, qui est un film assez surréaliste. Ouais, il a fait une série avec Frankenstein Girl, là. Ouais, Frankenstein Girl versus je sais plus trop quoi. Mais bon, entre ça puis Takashi Miike, enfin, on a ils osent vraiment des trucs assez rigolos, et ça m'avait un peu amusé de voir comment le cinéma d'horreur japonais avait des esprits, des fantômes un peu, entre guillemets, sales, un petit peu violent. Et en particulier, j'avais trouvé donc ce personnage de Teke Teke, qui est une lycéenne qui a été coupée en deux au niveau de la taille, et dont le fantôme, bien sanguignolant, revient tuer les gens. Et j'ai voulu opposer donc ce personnage-là, qui en fait qui est tiré d'une légende urbaine où il y a l'histoire d'une lycéenne qui a été poussée par ses camarades sur les voies et qui reviendrait comme un fantôme, donc qui rattache complètement à la légende urbaine, et de l'opposer à un yokai complètement traditionnel, donc que je ne vais pas nommer pour ne pas divulgacher, pour ne pas dire le mot spoiler, pour ne pas divulgacher mon propre texte, et qui oppose un peu comme ça le yokai récent qui est un peu sale, qui est un peu plein de sang, qui est un petit peu violent, avec le yokai ancien traditionnel du folklore qui lui est un personnage bien plus propre, bien plus racé, mais finalement tout aussi terrifiant que le premier, même dans un sens bien pire. Donc un peu de jouer sur cette opposition-là entre la nouvelle génération de yokai et l'ancienne génération de yokai qui est toujours là et qui appartient à la tradition. D'ailleurs, c'est aussi une opposition sur laquelle on peut dire que Aaron Judah a un petit peu joué également, donc avec ta nouvelle. Ouais, exactement. Alors, pour rebondir, voilà, j'ai pris le même yokai que Caroline. Donc Caroline reste dans un cadre assez traditionnel, celui du kabuki. Voilà, qui était très poétique. Et moi, je suis parti sur une approche plus moderne. Voilà, je ne vais pas spoiler non plus la nouvelle parce que ça arrive assez rapidement dans l'histoire. Mais j'ai mélangé les époques. Il faut savoir que la légende de la Yorogumo provient de l'époque Edo, comme l'a dit Audrey au départ. Mais ce que les spectateurs ne savent peut-être pas, c'est que Edo, ça veut dire Tokyo, en fait. C'était le nom de Tokyo avant. Ah, oui. Voilà, donc c'était la capitale. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé cette période la période Edo. Donc la légende de la Yorogumo. En fait, le nom de la Yorogumo, ça veut dire marié qui attache ses victimes ou marié en liaison. Donc, c'est pareil, on peut retrouver ça dans l'histoire de Caroline avec cette histoire de lien, de fil. Oui. C'est une femme araignée qui va user de ses charmes pour attirer un homme ou un samouraï dans son antre et le piéger. Donc, selon les légendes au Japon, on va retrouver ça soit dans un temple, soit près de fleuves, de rivières. Donc, tu parlais d'ambivalence, Barbara, c'est pareil, la Yorogumo a une ambivalence totale. Elle peut être très positive ou très négative. Donc, c'est vrai que dans les 3/4 des légendes, on va retrouver un côté négatif chez la Yorogumo, parce qu'elle va charmer les hommes, et après, elle va dévoiler son caractère monstrueux, se transformer en araignée, voilà, monstrueuse qui va les dévorer, ou elle peut carrément avoir l'aspect d'une jeune femme qui porte des enfants. Il y a des personnes qui vont s'approcher, vont se rendre compte que ces enfants, en fait, sont des sacs d'araignées. Voilà, arachnophobe, bonjour. mais voilà, donc dans ma nouvelle, j'ai voulu m'inspirer un peu de toutes ces légendes, et de faire un mix, et partir sur quelque chose d'assez moderne, voilà, d'assez actuel. Et de dire, voilà, à notre époque, comment les yokai pourraient interagir avec nous. Toujours avec cette histoire de lien, de toile d'araignée, de piège. Et voilà, donc j'ai développé plusieurs types d'histoires dans ma nouvelle qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et je laisse au lecteur le plaisir de découvrir la surprise, parce qu'il y a des surprises dedans. Mais voilà, donc c'est deux textes qui sont assez complémentaires finalement, puisque Caroline respecte vraiment la tradition du kabuki, du théâtre kabuki, et de la Yorogumo. Et moi, je suis parti sur quelque chose, une extension. Donc, finalement, voilà, très bon choix. Ouais, en plus, on ne se concerte pas, évidemment, mais du coup, c'est rigolo la différence de traitement. C'est vrai, tu parlais que c'était une femme qui porte ses enfants, effectivement, et moi, il y a cette dimension d'héritage aussi, de lien, encore une fois. Je ne vais pas trop spoiler non plus, mais voilà, comme quoi, en fait, j'avais lu une légende comme quoi les Yorogumo, à partir de 200 ans, si je ne me trompe pas. 400 ans. 400, d'accord, 400 ans, acquéraient leur pouvoir surnaturel. Et c'est ce qui se passe dans ma nouvelle, en fait, concrètement. Voilà, c'est 400 ans, et ceux qui sont dans ta nouvelle, 400 ans.
elles acquièrent des pouvoirs magiques. Mais un côté très nostalgique chez la Yorogumo, c'est pour ça que c'est un personnage qui m'attachait. Il y a plusieurs nouvelles que j'écris déjà pour les éditions Luciférine, merci Barbara. Mais voilà, j'aime bien avoir ce côté un peu sombre et nostalgique. Et quand il a fallu choisir le démon japonais, le yokai, je me suis direct orienté vers la Yorogumo parce qu'il y avait tellement de choses à développer avec elle. Et c'est marrant parce que dans les deux nouvelles, voilà, elles se complètent totalement. Il n'y a pas de rapport, mais elles ont un discours assez similaire dans ce côté nostalgique. Oui. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu prendre de nouvelles avec la même créature, puisque les traitements étaient différents et tous intéressants à leur façon. Surtout que Caroline a ajouté le côté notamment du kabuki, donc, qui est un élément sur lequel on a pu faire un article aussi dans l'anthologie, et c'est un apport également intéressant. Et on a Audrey qui a choisi d'aborder deux créatures aussi dans sa nouvelle. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que là, je crois que ça ne marche plus. Oui, on t'entend. Ah oui, c'est bon. On t'entend bien. Et C'est donc, bon. on a Audrey qui a choisi J'ai eu une coupure, c'est deux bon. créatures dans sa nouvelle. Si on m'entend, là, j'ai un petit problème de D'accord. Oui, c'est bon, la coupure est passée. Oui, donc moi, j'ai choisi d'aborder deux yokai. Au départ, ce n'était pas prévu, je pensais en traiter qu'un seul. Mais en fait, déjà, le sujet m'a énormément exaltée. Ça m'a tout de suite séduit régulièrement le thème de la peur, des peurs. C'est-à-dire, c'est une espèce d'angoisse au quotidien qu'on ne parvient pas toujours à saisir. Et ce qu'il y a de bien avec les yokai et ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils permettent de passer d'une angoisse, c'est-à-dire une peur sans objet, à une peur tangible, incarnée, une peur à qui on peut donner un nom, sur laquelle on peut mettre un visage et sur laquelle on peut aussi essayer d'avoir une prise en fait, parce qu'elle est incarnée. Et en plus de ça, les yokai sont proches des gens, ils font partie du quotidien. C'est un peu comme si les Japonais vivaient littéralement avec leur peur et c'était ça qui m'intéressait beaucoup. Alors du coup, je me suis plongée dans tous les dictionnaires et autres listes de yokai pour trouver celui dont j'allais parler. Et c'est finalement dans le manga Le Pacte des Yokai que j'ai trouvé ma créature. C'est une créature qui s'appelle le Senbiki. Ça signifie littéralement traçage d'un trait. Et c'est un poisson dont la chair a le goût de la chair d'enfant, qui est très solitaire, qui se trouve dans des mares où il est tout seul en fait, et qui est notamment traqué par l'ermite Ryokan Taigu, qui est un personnage célèbre des romans de la fin de la période d'Edo et qui est un moine et ermite poète. Sauf que le problème, c'est que ça a été notamment un peu souligné par Philippe Deniel, c'est à la fois un problème et quelque chose de magnifique, c'est que le folklore des yokai, il n'est pas figé. Il a commencé pendant la période Edo, mais il est tout le temps vivant. Il y a toujours des nouveaux yokai qui surgissent, notamment à travers les légendes urbaines et les créations actuelles. Et donc, j'avais du mal à déterminer si c'était un yokai attesté, entre guillemets, c'est-à-dire qui était présent dans les registres qui recensent les yokai, ou si c'était une créature issue de l'imagination de l'autrice. Notamment parce que même au Japon, tous les yokai ne sont pas répertoriés. Non, il y en a des centaines et des centaines, et il y en a certains qui ont des esprits, des fantômes, même s'ils ont régulièrement toujours la même forme, ils n'ont pas forcément de nom bien précis. Mais comme cette histoire de chair humaine, ça me passionnait beaucoup, je voulais vraiment écrire là-dessus. Et donc, Barbara m'a proposé de tirer mon yokai, qui était une carpe en fait, basiquement, du côté des carpes japonaises dites koi, qui sont aussi très populaires et célèbres au Japon. Vous avez sans doute déjà entendu parler ou vu même ces bassins de carpes. Et donc, je me suis mise, pour pas trop en dire, à raconter l'histoire d'un garçon japonais et de son étrange ami qui essaie de pêcher le fameux Senbiki. Et ma nouvelle s'appelle La pêche à la carpe. Et c'est seulement après que j'ai eu l'idée d'intégrer un... Oui. Oui, juste pour parler un petit peu, avant de parler de la deuxième créature, pour parler un petit peu des carpes et de pourquoi on leur a d'ailleurs consacré tout un petit article
un petit article, c'est parce qu'en fait, en regardant un petit peu autour du folklore du Japon, mais aussi chinois hein, également, parce que la carpe-cueil a été d'abord élevée en Chine, hein, pour précision. C'est un poisson en fait qui a une forte symbolique au Japon, en Asie en tout cas. Et on a plusieurs légendes autour de la carpe, donc avec la carpe qui remonte la rivière pour se transformer en dragon. Et aussi, on suppose que le Japon est posé sur un gros poisson qui peut provoquer des tremblements de terre. Donc, il y a des légendes et des yokai poissons assez forts au Japon. Et donc voilà, on a fait. Et là, sachant que la carpe-cueil est aussi très prisée et peut valoir très très cher. Hein. Voilà. Oui, j'ai même vu la plus chère qui pouvait valoir 10 000, je crois qu'elle a été vendue à 10 000 € ou 10 millions, je ne sais plus. Mais c'était vraiment des prix impressionnants juste pour une seule carpe. Donc voilà, puis tu peux aborder donc la suite au sujet de ta nouvelle, bien sûr. D'accord. Oui, du coup, tu fais bien de le préciser, le fait que la carpe-cueil soit d'abord originaire de Chine, puisque ma nouvelle mêle un peu les deux traditions, à la fois chinoise et japonaise, puisque le narrateur est japonais, mais son meilleur ami est chinois. Donc, on a les deux mondes en fait qui coexistent dans mon histoire. Et donc, c'est avec cette double tradition de la carpe-cueil que m'est venue l'idée d'intégrer un deuxième yokai qui lui aussi possède cette double tradition. Il s'agit du Nuke-kubi. Nuke-kubi, ça veut dire tête volante en fait. Enfin, c'est un yokai, une sorte de vampire, d'abord chinois puis ensuite japonais, dont la tête se détache de son corps pour aller attaquer les gens. Et il ressemble beaucoup à son cousin le Rokurokubi, qui lui a le cou qui s'allonge, mais qui ne se détache pas. Et donc, comme j'aime beaucoup les vampires, que ce fameux Nuke-kubi est amateur de chair humaine, et qu'il avait aussi cette double tradition originaire de Chine, puis ensuite reprise au Japon, j'ai eu l'idée en fait d'intégrer les deux parce que ça fonctionnait bien dans ce réseau de signification. Bon, après, je parle de chair humaine, de cannibalisme et de tout ça. Pas d'inquiétude. Barbara a vraiment voulu que les auteurs restent soft, entre guillemets, et surtout accessibles à un jeune public. C'est-à-dire que l'anthologie peut être lue à partir de 13-14 ans. Vraiment pour qu'elle soit accessible à un plus large public que les autres anthologies qui sont plutôt destinées à un public adulte. Peut-être autre chose à rajouter aussi sur les nouvelles, qui a été difficile, peut-être pour d'autres auteurs qui ont témoigné. En tout cas, pour moi, ça a été une réelle question. C'est que pour adapter la nouvelle, donc, qui prend son origine dans les légendes chinoises et japonaises, à un public qui n'est pas forcément au fait des histoires de yokai, parce que le but principal de l'anthologie, c'est quand même la découverte. Mais il y a eu beaucoup de retouches à faire. Bien sûr, je me suis énormément documentée, mais le plus difficile à faire, ça a été vraiment de me détacher de cette documentation pour raconter mon histoire de manière fluide et compréhensible. Et il se trouve que dans la première version de mon histoire, les signes qui permettaient de reconnaître le Rokurokubi, donc c'est des signes comme Nuke-kubi. Ils ont des symboles rouges autour du cou. La plupart sont ils sont connus pour être atteints de somnambulisme. Ces signes étaient si discrets que Barbara n'a pas compris qu'il s'agissait d'un Nuke-kubi et n'importe quel lecteur ne l'aurait pas vu en fait. Donc, il a fallu que j'exacerbe un petit peu ces signes, que je les rende plus présents pour vraiment que le lecteur comprenne qu'on avait affaire à une créature fantastique. Et le même problème s'est posé pour une autre nouvelle, la nouvelle Affamée de Noémie Viorek, qui n'est pas présente ici, mais qui a eu aussi ce problème avec son Gacha Dokuro, c'est-à-dire un squelette géant formé par l'esprit de gens morts de faim. Et dans sa nouvelle, en fait, si on ne connaissait pas, la première version de sa nouvelle, si on ne connaissait pas la légende du Gacha Dokuro, on ne comprenait pas en fait ce qui se passait. Donc on a vraiment eu à faire un travail pour rendre ces légendes compréhensibles et accessibles à un public
qui n'est pas forcément habitué. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, si vous avez eu à faire des adaptations de ce style. Moi, de mon côté, j'ai un peu occidentalisé la nouvelle, hein, la légende de la Yorogumo, parce que ma nouvelle ne se passe pas forcément au Japon, hein, sans spoiler. Mais donc j'ai adapté. Et non, elle entrait bien, en fait. La légende de la Yorogumo entrait bien dans ma nouvelle, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Il y a eu des touches à faire ailleurs, mais pas forcément sur la légende en elle-même. Je ne sais pas pour Philippe ou pour Caroline, s'ils ont des soucis pour que ce soit plus clair au niveau de la créature. Mais c'est vrai, quand elles ont un folklore, des légendes assez bien définies, on a plus facile de les inclure dans des histoires. Alors qu'il y a des yokai qui ont des yokai farceurs, je pense à la nouvelle de Johan Vigneron, qui viendra peut-être discuter lors d'une prochaine conférence. Mais voilà, on est dans des nouvelles où les yokai sont plus farceurs. Et quand c'est yokai farceurs, c'est plus dur de trouver des références, des légendes bien claires. Bon, ce qui est sympa aussi, c'est que finalement, les yokai, ce sont des monstres, ce sont des fantômes, et des choses qui font peur, en fait. Et c'est des choses qui existent dans toutes les cultures. Et c'est assez marrant de voir comment, certes, comment on ressent les choses à gros traits. On peut voir des ressemblances. Alors bon, il y en a qui vont parler qu'il y a des archétypes de Jung là-dessus. Bon, ça sort de mon domaine de compétence, je ne suis pas psychologue, mais on va trouver des points de convergence. Par exemple, dans l'histoire de Teke Teke, qui est un esprit maléfique, il y a l'idée que si on parle d'elle, on attire son attention sur nous et qu'on risque de la rencontrer dans les 7 jours qui suivent. Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. J'ai vérifié. J'ai vérifié si tous les gens que je croisais pendant la semaine avaient des jambes. Ils en avaient tous. Bon, ça a un peu pourri ma vie sociale, mais bon, voilà. Et c'est ce fait que quand on parle du monstre, on attire son attention sur lui. Ça rappelle d'autres légendes qui sont pour le coup purement occidentales, typiquement la Bloody Mary. Ou la Bloody Mary, quand on prononce son nom devant un miroir un certain nombre de fois, on la fait apparaître derrière soi. Et finalement, il y a un peu des parallèles, et on voit que c'est des personnages d'histoires à faire peur. Des histoires à faire peur, on va en trouver partout. On va trouver des vampires dans toutes les cultures, même s'ils ont même dans les cultures africaines, quoi, absolument aucun lien avec les cultures d'origine du mythe du vampire. Et ces créatures qui incarnent des peurs fondamentales, des peurs primales, finalement, elles vont trouver un public partout, même si elles sont étrangères, parce que quelque part, elles résonnent dans des histoires qui nous ont fait peur quand on était gamin. Alors c'était un autre contexte, c'était un autre personnage, c'était un autre environnement, mais c'était le même genre de choses à faire peur. Donc finalement, c'est des choses qui restent familières pour tout le monde. Ouais, la peur est universelle. Et tu parlais de cette histoire de 7 jours, cette malédiction de 7 jours, et si on prononce le nom de la créature, on a un risque. Ça me fait penser à la série des films Ring avec l'histoire de la cassette, tout ce folklore qui arrivait dans les années 90-2000. Et ça serait bien de savoir quelles sont les origines de ces légendes-là. C'est des origines occidentales ou asiatiques, on ne sait pas trop au niveau de ça, au niveau de la peur. Mais d'ailleurs, au niveau de Ring, c'est intéressant que tu en parles, puisque ça vient d'une légende, du kabuki, justement. C'est inspiré de la légende d'Oiwa, l'histoire du puits s'est inspirée vraiment d'un fantôme qui a été d'une femme qui a été défigurée et jetée dans un puits. Donc à la base, c'est une servante qui a été frappée par son maître et tuée. Mais dans The Ring, ils ont mis une enfant, ils ont fait une autre histoire, mais ce motif donc, de la femme, de la fillette qui sort du puits, ça vient effectivement d'une légende du Japon, et ça, on n'est pas au courant forcément. The Ring, ce qui m'a marqué avec ce film, c'est après l'avoir vu, 7 jours plus tard, il s'était passé 7 jours. Voilà. Et ça, c'était assez marquant quand même. Je me suis dit qu'il y avait quand même une connexion avec la réalité. Moi, c'est intéressant, toute cette peur. La peur est universelle, tu l'as très bien dit, Philippe. La peur est universelle. Y compris les légendes occidentales, orientales, asiatiques, peu importe, on peut voyager même en Afrique. Les peurs restent universelles. Et c'était intéressant par cette anthologie de mettre l'accent là-dessus, de dire, voyez, nos peurs, elles sont partout pareilles. Lovecraft disait que la plus ancienne émotion de l'humanité est la peur, et la peur la plus forte est la peur de l'inconnu. C'est une citation de Lovecraft. C'est que la peur la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur. Voilà. C'est bien de jouer. Du coup, depuis... Ça coupe un peu, donc je ne sais pas si quelqu'un était en train de parler. Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Tu as le micro. Oui, parce que... Très bien.
C'est à moi le micro. Donc oui, je disais depuis tout à l'heure, en fait, on se concentre beaucoup sur les monstres, les créatures, parce que c'est elles qui sont au centre de nos histoires. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'apprécie beaucoup avec les textes fantastiques japonais ou avec le fantastique japonais en général, que ce soit dans la littérature ou dans les films, c'est que la peur ou disons le sentiment d'angoisse qui est suscité par le texte n'est pas uniquement par la créature, mais aussi énormément par l'atmosphère. Il y a tout un travail sur l'atmosphère particulière des textes japonais pour faire quelque chose de très trouble, d'éthéré, faire surgir la terreur de l'élément, du décor le plus trivial qui soit. Par exemple, j'ai vu le film Kairo de Kiyoshi Kurosawa et depuis, j'ai peur du scotch rouge. Voilà. Donc, vraiment, faire peur avec les éléments du quotidien, du décor les plus triviaux qui soient, et aussi des atmosphères où on n'obtient pas forcément l'explication de ce qui vient de se passer, où tout est basé sur une ambiance, en fait, plus qu'une raison particulière. Alors, vous serez peut-être frustré en lisant certaines nouvelles parce que des fois, on s'attache plus à décrire l'atmosphère que vraiment à donner des réponses aux phénomènes qui se produisent. Je ne sais pas si d'autres comme vous, enfin, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait un travail sur l'atmosphère dans vos nouvelles, Philippe Deniel, pour donner ce côté légendes urbaines très ancré parce qu'à un moment, il passe dans le métro japonais, dans le métro, ouais. Caroline Bino avec son ambiance Edo, des scènes de kabuki. Oui, moi personnellement, c'est vrai que j'ai mis beaucoup l'accent sur l'aspect théâtre, finalement, même dans la construction de la nouvelle. Donc oui, totalement. Hein. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ce qui est plaisant dans ta nouvelle, Caroline, justement, cette mise en scène en lien avec le théâtre, avec le bruit des tambours qui font faux, faux, faux. C'est top, franchement, c'est une construction vraiment très poétique. Dans la rythmique, ouais, j'aime bien travailler là-dessus. Justement, la mise en scène, ouais, moi j'aime bien. Mais du coup, c'est vrai que le côté éthéré, un peu trouble et la non-réponse peut pas décevoir, mais voilà, la fin fait que. Oui, mais ça reste du fantastique, c'est du fantastique. Exact, voilà, c'est ça. Ouais, un peu comme finalement du Lovecraft, finalement. Lovecraft, on passe ça, enfin, tu peux prendre tous les thèmes des textes fantastiques, on reste quand même sur des interrogations à la fin. Oui, c'est ce que j'adore jouer là-dessus. Je ne pense pas que ce soit décevant, c'est pas décevant du tout, on doit rester sur des mondes ouverts. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être dans une cloison, d'être enfermé dans une cage quand tu lis une histoire. Et là, vraiment, avec ces légendes, les légendes japonaises, ces créatures japonaises, on a pu ouvrir des mondes. Vraiment, on a pu les libérer sur un monde, soit du passé, soit sur un monde moderne. C'est vrai. Je trouve que c'est des créatures qui sont du passé, mais qui sont toujours dans le monde moderne et qui finalement ont réussi à se trouver une place dans le monde moderne. Comme on le disait, que ce soit dans les animés, que ce soit dans les mangas, ou que ce soit dans de nouveaux avatars qui se font maintenant dans les médias modernes, comme les jeux vidéo ou le cinéma. C'est vraiment des choses qui… Même ce qui m'amuse assez, c'est de voir comment il y a de nouveaux yokai qui se créent. Donc, c'est celui que j'ai utilisé dans ma nouvelle. Aussi un yokai qui était sorti dans plusieurs sources, qui a même été un personnage dans un épisode de la série Constantine, qui est une série dans l'univers d'ici, donc absolument a priori aucun lien avec les yokai, qui est la Candy Girl, qui est une déclinaison d'un yokai traditionnel, donc d'une fille qui a été défigurée par son amant et qui du coup dissimule son visage, donc son sourire élargi, on va dire, très 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 lisse, avec un masque. Donc, sachant que là en ce moment on porte beaucoup de masques avec le Covid, mais donc les gens en Asie c'est quelque chose d'assez classique d'avoir des personnes avec des masques. Il y en a qui se sont imaginés que certaines des femmes qui portaient des masques en fait étaient la Candy Girl, donc qui dissimulait un sourire défiguré hideux, et que cette créature-là allait potentiellement leur sauter dessus pour les bouffer, globalement. Enfin, ça finit toujours par une attaque et les gens se font bouffer quand même, très souvent. Sachant que les yokai un peu farceurs, un petit peu amusants, ils ont moins résisté, je pense, avis qui n'engage que moi, au passage à la modernité, où là c'est vraiment les plus horrifiques et les plus violents, les plus gore, qui vont avoir le plus de succès en fait. Du coup, je n'ai pas osé faire la référence au Covid, notamment quand vous parliez de The Ring, mais il se trouve que la différence avec les fantômes ou Yurei d'avant, c'est que là, on passe au côté viral en fait, des réseaux, de tout ce qui est moderne, en fait, puisque c'est à partir de la cassette et surtout du fait de passer cette cassette qui représente le film
avec le yokai, que finalement, presque on attrape le fantôme comme on attrape un virus. Exactement. Moi, je vois pour ma nouvelle, j'ai utilisé cette histoire de contamination aussi. Je laisse au lecteur le choix de découvrir ça, mais ça s'adaptait totalement à la Yorogumo avec sa toile d'araignée. Donc, on est vraiment sur, sur en Et puis fait, on la est sur toile, la tradition de passer une histoire à l'oral ou à l'écrit pour qu'elle continue d'exister, que la créature continue de vivre. Et nous, en tant qu'auteur, c'est un peu notre rôle de continuer à faire vivre ces créatures par le papier. Oui, tout à fait. Et puis, on voit notamment pour les yokai un peu plus anciens, certains auteurs de l'anthologie ont essayé de les justifier justement dans la modernité. Donc, on a certains yokai qui ont été réadaptés, où on a essayé d'imaginer, je pense notamment à celui à la Bura Akago qui se nourrit de l'empaville. Comment l'intégrer dans une histoire moderne? Et l'auteur a imaginé tout autre chose pour justifier que le yokai continue à vivre, même s'il n'y a plus de l'empaville à manger, on va dire. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont moins survécu, effectivement, dans le sens où là, c'est une adaptation des auteurs, mais ça va être plus difficile de faire ce genre de yokai effrayant dans un film d'horreur, par exemple. Oui, mais c'est la force de démons japonais, hein, c'est d'avoir ce côté comique aussi, parce que là, tu parles du démon qui se nourrit des lampes à huile, du yokai. Cette nouvelle, elle est désopilante, elle est vraiment très drôle. Et il y a un mélange vraiment dedans entre le fantastique sombre, mélancolique, et choses plus drôles. Et comme quoi, c'est jouable de mettre des yokai plus marrants, qui en ressort plus comiques. Dans les nouvelles, il y a des auteurs qui ont réussi, donc ça dépend aussi des univers des uns ou des autres, hein, mais il y a possibilité de les faire exister encore, ces nouvelles. Mais c'est vrai que pour le cinéma, on va vouloir des choses plus visuelles, plus terrifiantes, on va aller faire des choses plus horribles. C'est un peu la période actuelle qui veut ça. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est dans le cinéma d'horreur très poussé, trop peut-être. Et donc c'est vrai que si on utilise des créatures, il va falloir qu'elles soient très visuelles, sanglantes, même dans les jeux vidéo, il faut que ce soit sanglant. Donc c'est vrai que les yokai farceurs, facétieux, sont peut-être moins marquants visuellement parlant, mais au niveau des histoires, ils sont tout aussi forts, hein, ils sont tout aussi puissants. Le seul que je vois, c'est pas vraiment un yokai à proprement parler, c'est les tanuki dans Pompoko des studios Ghibli, qui ne sont pas forcément, pas à proprement parler des yokai, mais bon, qui sont quand même des créatures un peu fantastiques. Si, quand même, on peut dire. Si. D'ailleurs, c'est le côté farceur, parce qu'ils aiment, les tanuki aiment beaucoup jouer des tours aux humains, notamment parce qu'ils ont le don de métamorphose, donc ils peuvent se métamorphoser en objet de tous les jours et faire des farces aux humains comme ça. Et dans Pompoko, on les voit même voler ou en utilisant, par exemple, très très trivial et rigolo, la peau de leur couille, en fait, comme deltaplane, tapis. Donc il y a vraiment ce côté, moi j'adore ça avec le Japon, c'est ce côté créatif ou complètement loufoque des yokai délirants. Et donc, oui, avec ces tanuki qui sont à la fois farceurs et qui utilisent la peau de leur couille comme tapis, comme deltaplane, et qui peuvent se métamorphoser pour faire d'énormes processions de yokai et aller voir les humains, notamment dans Pompoko, pour les sensibiliser à leur présence, parce que les humains les ont oubliés, la ville grandit et les tanuki ont de moins en moins de place dans leur forêt pour survivre, donc ils doivent s'imposer, et on s'impose en faisant des processions, presque comme une marche manifestante de tanuki, mais sauce yokai, donc c'est vraiment fantastique, avec des tout petits, des lampions. Vraiment, si vous n'avez pas vu la procession de yokai de Pompoko, je vous conseille cette scène, elle est vraiment très très belle. Et puis, accessoirement, le tanuki permet de caser dans la conversation le mot anthropolicie, qui est le contraire de la lycanthropie. C'est pas un humain qui se transforme en animal, c'est un animal qui se transforme en humain, ce qui est assez peu exploité, donc et qui est assez dur à mettre dans la conversation. Mais grâce au tanuki, on peut parler d'anthropolicie. Voilà, c'est la magie des yokai. Accessoirement. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé justement des films d'horreur, mais c'est vrai que dans les mangas, on n'a pas forcément, on a des yokai justement plus facétieux aussi qui sont très populaires, et notamment le tanuki dans presque tous les mangas qui abordent un sujet fantastique, on va les retrouver. C'est très très populaire chez eux. La kitsune aussi. Voilà, les kitsune. La kitsune. Voilà, c'est quand même. Ça, on va pas les voir dans des films d'horreur, ça va être un petit peu difficile à placer ou peut-être un peu ridicule. Mais par contre, dans leur imaginaire, dans leur série fantastique, il y en a beaucoup.
La kitsune, même qu'on va retrouver dans un truc comme Naruto, le personnage principal, quand même, il a des allures de kitsune malgré lui. Oui, c'est vrai. Pas malgré lui, on peut dire que c'est imiter des kitsune, hein, clairement. Mais d'ailleurs, on voit aussi le tanuki dans Naruto, hein, c'est le démon qui possède Gaara, le démon du sable, c'est une forme de tanuki en fait. Leurs inspirations, voilà. Oui, le folklore japonais, enfin voilà, il a inspiré tout ce qui est anime. Et c'est vrai que nous, la première chose qu'on reçoit du Japon, enfin ça fait 50 ans, 40, 50 ans qu'on reçoit du Japon en priorité les animes. Les animes, après il y a eu les mangas. Et c'est vrai que tout ce folklore, on l'a découvert grâce aux animes. Aux animes des années 70-80, sans vraiment savoir qu'il y avait des références au yokai dedans. Et ça continue par-delà. Pour eux, c'est intégré. C'est intégré puisque les yokai sont carrément vénérés. Moi, je vais prendre l'exemple de la Yorogumo. C'est une déesse qui sauve de la noyade dans certains secteurs du Japon. Il y a des petites stèles qui sont posées auprès des rivières pour dire la Yorogumo vous protège de la noyade. Donc c'est intégré au folklore japonais. Alors pour nous, c'est vrai qu'il faut un peu creuser pour découvrir ce qui se cache derrière Naruto ou autre. On parlait de la kitsune. Mais il faut creuser pour découvrir un petit peu ses origines. Merci donc à Avuka. Donc démon japonais, donc qui est toujours, on va être disponible à la vente sur notre site. Hein. Voilà, donc tous nos auteurs donc, ont leur exemplaire. Si vous voulez votre exemplaire, n'hésitez pas. Vos exemplaires. Oui. Moi, je l'ai pas à cause du confinement. Donc oui, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site regarder. Donc en période de confinement, ils sont, je les livre donc avec une petite carte cadeau. Hein, donc qui accompagne donc votre colis, donc n'hésitez pas. Merci donc à Caroline, Philippe, à Aaron et Audrey pour cette première émission live sur le yokai et qui nous a permis de faire, je pense, un tour assez complet du sujet. Et nous reviendrons donc la semaine prochaine pour une autre émission avec d'autres auteurs et d'autres créatures. Donc, nous vous préciserons les auteurs et les horaires dans les prochains jours. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.